Ce qui caractérise une PME, je dirais, c'est sa tolérance à la panne. On préfère économiser un petit peu sur le matériel, avoir une fiabilité moindre et se dire qu'effectivement, lorsqu'on a une panne, on prend notre temps pour réparer parce qu'effectivement, le coût des solutions technologiques pour avoir des très bonnes disponibilités est bien supérieur au coût de la panne en termes de productivité. Aujourd'hui, à l'échelle d'une ETI, ce n'est plus possible. Une panne coûte tellement cher, une indisponibilité du système d'information coûte tellement cher qu'effectivement, il faut absolument se prémunir de toutes les pannes. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser? Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI, Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Agency, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une ETI industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Emmanuel Artigue, CIO de l'entreprise Toupret. Salut Emmanuel. Bonjour Bertrand, comment vas-tu ? Écoute, ça va, c'est grand soleil, beaucoup de vent chez nous, mais ça va le faire. Écoute, ça va être super intéressant de changer avec toi parce qu'on a préparé un peu le podcast et en fait, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu es en train de vivre et tu vis la transition d'une PME industrielle à une ETI industrielle. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce que fait l'entreprise Toupret? Ça fait combien de temps que tu y es dedans? Qu'on ait un peu une vision globale. Écoute, merci Bertrand. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, la société Toupret est le leader français des enduits, des préparations de murs. Et, le grand public va nous connaître, hein, et si vous allez dans des grandes surfaces de bricolage, vous avez de grandes chances de reconnaître notre logo sur les produits, sur les reboucheurs pour les murs, sur les enduits de décoration, etc. On est une petite PME française. Enfin, quand je dis PME, on est plus maintenant une ETI et ça va être le sujet de cette prochaine heure. Voilà, et on est en pleine transformation. On est actuellement situé en Île-de-France majoritairement. On a trois sites principaux en Île-de-France avec 2 usines. On a une usine aussi à Saint-Étienne. Et puis effectivement, on développe aussi beaucoup l'international. Et c'est aussi ça qui favorise notre transformation vers l'ETI, avec des sites de production en Espagne, en Pologne, et une présence à travers une vingtaine de pays. Ok, et vous êtes combien de salariés, tu m'as dit? Aujourd'hui, Toupret, petite structure, on est 200 salariés avec environ 40 collaborateurs externes à travers nos filiales. Ok, donc déjà vous êtes 200 et vous êtes sur plusieurs pays avec plusieurs usines dans plusieurs pays. Exactement, et c'est ça aujourd'hui qui fait toute la difficulté ou le charme de Toupret, c'est qu'effectivement on a ce qu'on appelle maintenant désormais chez nous, c'est des business units, pour ne pas dire des filiales, parce que aujourd'hui, je dirais notre croissance est portée par l'international et on cherche à très fortement à se développer. Effectivement, on a une très belle croissance au UK, on a une très belle croissance au Benelux, voilà, et puis l'Espagne et la Pologne et la Suisse ne sont absolument pas en reste. Et puis on cherche aussi à se développer à travers d'autres pays avec des partenariats, voilà, notamment avec l'Afrique du Nord et puis effectivement dans d'autres pays un peu plus lointains. Ok, et du coup sur les filiales comme ça, ce sont des filiales qui sont, j'imagine, plus ou moins autonomes au niveau de l'IT et du poste que tu as. Qu'est-ce que ça change pour toi le fait que vous grandissez comme ça? Et est-ce que c'est parce que vous incorporez leurs solutions dans les vôtres, c'est que vous les faites changer de solution? C'est quoi un peu la dynamique? Alors jusqu'à présent, effectivement, les filiales étaient semi-intégrées, c'est-à-dire que certaines d'entre elles disposent de notre ERP et donc disposent effectivement des solutions unifiées qui vont autour. Et puis on a d'autres effectivement qui sont complètement indépendantes de par leur taille ou de par la spécificité de leur marché. Mais aujourd'hui, effectivement, on essaye à la fois de leur donner un maximum d'agilité en les laissant, en leur permettant de croître à leur vitesse. Mais à côté de ça, on essaye aussi de leur fournir des outils informatiques et donc effectivement unifier le cadre data, unifier le cadre ERP de manière à faire en sorte qu'ils n'aient pas de questions à se poser sur les outils informatiques qu'ils vont exploiter ou de leur mise en place.
À côté de ça, effectivement, ils ont quelques prestataires locaux de manière à gagner en agilité et en fluidité dans leur activité. Ok, et est-ce que toi, tu as un modèle cible que tu as pu un peu benchmarker avec d'autres PME ou ETI sur le fait de comment tu gères une centralisation mais aussi une décentralisation? C'est quoi le juste milieu? Ou c'est quoi les dangers d'un côté de l'autre, hein, tu vois, parce que c'est toujours la difficulté, c'est la nuance, hein, forcément, et c'est ce qui rend aussi les choses performantes. Est-ce que tu as un modèle cible et comment tu te l'es créé? Alors, chez Toupret, jusqu'à présent, on était sur un modèle très monolithique. Et effectivement, ça tient du fait que Toupret est une PME avec un site historique en France qui est à Corbeil, et que effectivement, jusque il y a quelques années, Toupret était essentiellement représenté par la France. Aujourd'hui, avec le développement de l'international, on s'est dit qu'on allait reproduire le même modèle que la France à l'international. Mais ce sont des choses qui ne marchent pas forcément. Parce que travailler tout seul et multiplier le schéma par autant de filiales ne fonctionne pas forcément. Donc aujourd'hui, on est plutôt à la recherche d'un modèle qui soit un peu plus agile, où on soit capable d'interconnecter des outils, à la fois fournir l'ERP pour les filiales qui le souhaitent, mais être capable d'interconnecter éventuellement d'autres ERP à notre ERP, et c'est ce qu'on est aujourd'hui en train de faire avec la Pologne, qui fonctionne avec son ERP local, et sur lesquels on va commencer effectivement à rapatrier l'ensemble des données. Voilà, juste pour rappel, chez nous, on vient de racheter une usine en Pologne il y a maintenant quelques mois de cela. On l'a doté d'un ERP local, ce qui nous évite aussi des difficultés de traduction de langue et des traductions de nos spécifiques en polonais. Et puis effectivement, on adapte tout ça et on a fait juste des échanges de data entre nos filiales. Ok. Et du coup, donc sur laquelle pour répondre à ma question, c'est en gros tu laisses la liberté des choix, mais en gros tu mets une importance ou un veto sur l'intégration globale. Et donc du coup, le coût de cette intégration-là entre outils, que ce soit là on parle de l'ERP, mais j'imagine d'autres, c'est qui le supporte? C'est toi? C'est moitié-moitié? Aujourd'hui, c'est supporté par l'IT, voilà, où effectivement on essaye de promouvoir des outils et je dirais une consolidation du SI à l'échelle internationale, de manière à faire en sorte aussi d'être capable de pousser rapidement des outils performants et que les filiales n'auraient pas forcément les moyens de s'acheter. Donc aujourd'hui, ce coût-là est supporté au niveau groupe par la filiale France. Voilà, et on répartira ensuite ces clés de coûts en fonction de la progression de la croissance des filiales. Ok, d'accord. Ok, très clair. Et au niveau de, juste pour être sûr de comprendre aussi sur la partie, donc ils ont choisi des solutions ou autres, et donc du coup il y a une intégration à mettre en place, et du coup bah, c'est complexe, ça coûte de l'argent, il faut trouver des solutions, etc. Il y a du spécifique, hein. Est-ce que du coup tu internalises ce genre de choses? C'est toi qui le fais à 100%? C'est quoi ta strat là-dessus? Alors là-dessus, chez Toupret, on avait une stratégie assez, je vais pas dire originale, mais on était dans la culture de faire soi-même. C'est-à-dire que Toupret, structure de 200 personnes environ, on avait une très belle équipe d'informaticiens de 8 personnes, ce qui fait des ratios relativement élevés. Mais aujourd'hui, on voit bien que on ne peut plus avoir toutes les compétences IT au sein d'une équipe de cette taille-là, et qu'effectivement, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus compliquées. Depuis mon arrivée il y a 3 ans maintenant au sein de la DSI, et à la tête de la DSI, on a décidé effectivement de commencer à faire une passe d'externalisation, au moins sur tout un paquet de compétences, certes critiques, sur lesquelles on avait besoin, par exemple, d'avoir des fortes disponibilités. On commence à faire de l'infogérance, on travaille beaucoup avec notre intégrateur sur l'ERP. Et la définition des interfaces aujourd'hui, par exemple, reste encore une compétence que l'on a en interne parce qu'on a estimé que la compétence data était quelque chose de primordial sur lesquels il fallait qu'on ait un véritable leadership, je dirais. Ok. Et donc du coup aujourd'hui c'est quoi on va dire pourcentage ressources internes, prestat externes à peu près? Alors, si je devais récapituler ça, justement, dans notre vision PME, on avait 90% d'internes et 10% d'externes. Aujourd'hui, on va être sur un ratio à peu près 50-50. Et l'idée à terme est d'arriver sur un ratio 30% en interne, 70% externalisé. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Et sur la partie, donc du coup, changement PME à ETI par rapport à l'attraction que vous avez, par rapport au plan de croissance, au niveau de la structure donc de l'IT, c'est vraiment le changement, il est sur le fait que il y a des ERP qui doivent communiquer entre eux, donc des grosses, on va dire, des grosses structures de data qui doivent communiquer entre elles synchronisées. Est-ce qu'il y a d'autres changements que tu vois qui sont clés? Oui, alors les changements, effectivement, ils sont tellement nombreux.
Je dirais, déjà, on change de technologie, de niveau de technologie au niveau du SI. Ce qui caractérise une PME, je dirais, c'est sa tolérance à la panne. On préfère économiser un petit peu sur le matériel, avoir une fiabilité moindre et se dire qu'effectivement, lorsqu'on a une panne, on prend notre temps pour réparer parce qu'effectivement, le coût des solutions technologiques pour avoir des très bonnes disponibilités est bien supérieur au coût de la panne en termes de productivité. Aujourd'hui, à l'échelle d'une ETI, ce n'est plus possible. Une panne coûte tellement cher, une indisponibilité du système d'information coûte tellement cher qu'effectivement, il faut absolument se prémunir de toutes les pannes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Toupret avait un SI qui date maintenant d'il y a 20 ans, sur lesquels on a empilé de très nombreuses briques et sur lesquels il faut commencer maintenant à amorcer une transition entre une informatique de PME et une informatique de TI. Alors ça va, je dirais, des couches les plus basses, revoir entièrement tout le cabling, revoir entièrement tout le switching. Ça va aller sur des couches un peu plus hautes du type serveur, mettre en place de la haute disponibilité à la fois en interne, mais aussi mettre en place des interconnexions avec des data centers. Et puis ça va ensuite aller sur les couches les plus hautes. Et cela implique effectivement, par exemple, que nos développements, au lieu de prévoir des développements sur lesquels on envisage le cas général et sur lesquels on fait un petit peu l'impasse sur les exceptions, ça implique effectivement d'avoir des développements sur lesquels on prévoit l'intégralité des situations de manière à minimiser le risque de panne, le besoin d'intervention de l'équipe informatique. C'est le SLA de la DSI global sur l'ensemble de ces périmètres, infrastructures, services ou autres qui est de plus en plus fort et du coup qui nécessite des investissements et des façons de faire différentes, c'est ça? Et très exactement. Aujourd'hui, si je devais donner un SLA, allez, je dirais que le SLA n'était pas forcément mauvais, mais on était sur du 96-97%. Mais aujourd'hui, dans une structure comme Toupret, c'est plus du 96 ou 97% qu'on doit viser, c'est du 99,8 ou du 99,9. Et on se rend compte effectivement que tous ces derniers pourcents à les grappiller, ce sont les plus compliqués à aller chercher. Et surtout, ça nécessite de revoir entièrement les technologies qui sont présentes en interne. Voilà. Donc, gros changement de paradigme dans la société. Et qui dit changement de paradigme dit changement technologique, mais c'est aussi des changements de management, on en discutera peut-être après. Ok, très clair. Et c'est super intéressant ce concept donc du coup de SLA, mais du coup on a souvent, tu vois, dans les projets, etc., il y a une guerre sur le ROI attendu de tel ou tel projet. C'est pas forcément facile de comprendre le coût global d'une panne ou autre et tout ce que ça génère de changement de planning, de changement de structure derrière, parce que des fois on a un périmètre un petit peu de vision un peu trop court. Toi, comment tu vois ça? C'est-à-dire, comment tu as réussi aussi à faire passer des investissements en disant, mais quand on a des points qui s'arrêtent, X ou Y, voilà tout ce que ça engendre et qui sont difficilement chiffrables précisément, mais voilà tout le bordel et voilà le problème que ça pose aux métiers. Comment tu as abordé cette problématique-là? Alors tout simplement parce que Toupret est déjà une société avec une vision très customer-centric, c'est-à-dire que notre principale préoccupation est de bien servir notre client. Et que effectivement, à chaque fois que nous avons un impact à l'IT, cela peut se répercuter sur le client et avec un effet boule de neige très rapide. Donc effectivement, à chaque fois qu'on a un ROI à prendre en compte, on a un ROI de productivité effectivement sur les collaborateurs de la société, mais on prend aussi en compte ce ROI vis-à-vis de l'impact que ça va avoir sur notre client en termes d'image, en termes de qualité de service et en termes de prestations apportées par la société. Voilà, aujourd'hui, on travaille avec des très grands acteurs du type Leroy Merlin, Castorama, pour le monde du grand public, mais aussi avec d'autres acteurs du type PPG ou UGD, effectivement, sur le monde du bâtiment professionnel. Et on se doit effectivement d'avoir une qualité de prestation qui est relativement élevée. Et je dirais que les principaux concernés aujourd'hui, qui sont le commerce, qui sont le marketing, comprennent à quel point, effectivement, la disponibilité des outils est absolument primordiale en informatique. Donc le fait de dire nous on construit une marque sur le long terme, on veut travailler avec les majors du système et pour ça il faut qu'on soit à un SLA business le plus haut possible. Donc du coup ça se traduit par un SLA IT et du coup on doit investir pour avoir ce SLA parce que l'IT c'est la base des outils utilisés en interne et de production. C'est ça? C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, nos principaux clients
je citais Castorama ou Leroy Merlin, pèsent plusieurs milliards et qu'aujourd'hui, ils réclament à ce qu'on ait des interconnexions informatiques avec eux du même niveau que les leurs. Et donc, effectivement, pour être capable de se mettre à niveau, on est obligé aussi de surperformer nos niveaux informatiques. Ok, super intéressant. Ok, donc ça c'est un premier changement entre PME et ETI à dire ben, on veut être un leader et travailler avec les leaders et c'est au niveau mondial, donc on doit avoir un SLA beaucoup plus fort et donc du coup ben, forcément on investit, donc du coup ça change structurellement. Exactement. Sur la partie, tu parlais aussi de l'international, ça veut dire que vous passez d'une DSI qui gère plus ou moins les filiales à dire ok, il faut qu'on ait vraiment une stratégie, un plan de comment on va gérer cette capacité de rachat de sociétés à l'étranger, de création de filiales et comment on structure, ben, comme tu disais, l'apport de nouvelles solutions, comment on fait monter ces coûts des solutions petit à petit dans la structuration du coût des filiales. Donc il y a une logique, il y a une ingénierie financière de la structuration de la DSI, enfin, du coût de l'IT pour les prochaines filiales, mais aussi, tu disais, sur le fait de promouvoir un catalogue de solutions adaptées à leurs besoins. C'est euh, c'est très exactement ça. Et puis aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte que par exemple dans les filiales ou effectivement dans les services périmétriques de la société, on avait beaucoup de shadow IT. Et qu'effectivement, ce shadow IT, on ne peut pas se battre contre celui-là, et qu'effectivement, il faut qu'on soit capable de l'admettre et de le gérer. Et effectivement, on a cette nécessité de faire monter en puissance l'ensemble de nos filiales. Et par exemple, dans une précédente expérience, on m'avait dit qu'en cas d'acquisition externe, on avait besoin de récupérer 3 compétences dans les acquisitions externes, qui sont les RH, la finance et l'IT. Et comment on fait en sorte, effectivement, lors d'une acquisition externe, d'intégrer l'informatique, de récupérer l'informatique, d'être capable de faire un audit informatique dans une filiale qui ne parle pas forcément anglais, voilà, et c'est autant de problématiques aujourd'hui que l'IT et la DSI se doit de gérer et de prendre en compte. Ok. Et tu disais aussi que, et c'est intéressant ce juste milieu, de dire, bah, en fait, quand on est aussi dans des pays qui ont une autre langue et des problèmes différents, il faut aussi accepter leurs différences et du coup qu'il y a des solutions locales qui sont peut-être plus adaptées. Est-ce que du coup, quand c'est le cas, t'as pas toi une contrainte de plus sur l'ingénierie financière différente et en plus de ça sur être sûr et certain que la sécurité et les connecteurs d'intégration soient de niveau suffisant pour pouvoir travailler avec ces solutions-là. La multiplication effectivement des structures et la multiplication des outils fait effectivement que la sécurité commence à devenir un problème, enfin commence à devenir, et un problème de plus en plus prédominant, et je pense que à peu près toutes les DSI sont avec cette problématique-là. Aujourd'hui, on essaie de se doter effectivement d'outils les plus robustes possibles et faire en sorte qu'effectivement on ait des SI qui soient de plus en plus compartimentés, de plus en plus cloisonnés, avec des interfaces tout simplement dans chaque BU et dans chaque SI de BU, de manière à faire en sorte qu'une faille de sécurité aujourd'hui ne se propage pas trop d'une BU à une autre. Aujourd'hui, tout près est à une échelle d'une petite ETI. On est parfaitement conscient qu'on ne peut pas se prémunir contre toutes les attaques. Donc notre souci est de savoir comment on va gérer les attaques. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on cherche plus à faire en sorte de compartimenter, faire en sorte que l'ensemble de la société puisse continuer à fonctionner, même si une BU est compromise, de savoir comment on va redémarrer une BU, comment on va mettre en place des PCA pour ces business units, de manière à faire en sorte qu'effectivement, on soit relativement agile vis-à-vis des problèmes de sécurité. Ok. Et j'ai une question peut-être un peu plus technique, mais qui m'intéresse. Enfin, c'est technique et en même temps financier. Je suis une filiale, je préfère garder mon ERP. Donc, en fait, toi, c'est aussi des coûts pour toi, Emmanuel IT Group, sur ben, la sécurité, l'audit, etc., etc. Est-ce que ça serait pas intelligent aussi de répartir le coût de cet audit de sécurité et du connecteur avec le ERP central, avec la filiale, parce que ben, forcément, elle fait le choix de prendre une autre solution et très bien, mais du coup qu'elle participe aussi à cet effort de je travaille pour que les données puissent être bien remontées, etc. Alors effectivement, quand on ouvre une filiale, souvent effectivement, c'est pour essayer de la promouvoir, faire en sorte qu'elle arrive à atteindre une maturité le plus rapidement possible. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, le groupe
prend à sa charge effectivement l'ensemble des investissements ou la plupart des investissements informatiques, de manière à faire en sorte de lui rendre le maximum de capacité dans sa croissance et dans son développement. Donc voilà. Ensuite, effectivement, quand elle devient un peu plus mature, c'est des questions qui vont se reposer, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'elle continue à adopter son propre ERP ou pas? Et je dirais que quand la croissance, quand la maturité est là, effectivement, c'est des questions qui se reposent. Mais tout comme se repose effectivement l'ensemble des frais support qu'on va imputer à notre filiale. Ok, d'accord. Donc en gros, les choses font step by step et en fonction de la chronologie de là où ils en sont, eh bien, vous allez en adaptant le modèle le plus pertinent pour qu'ils puissent bénéficier des ressources. Ok, très clair. Est-ce que du coup, toi, tu as des interlocuteurs du coup qui sont tout le temps du bon niveau dans toutes les filiales ou du coup il y a des recrutements qui doivent être faits pour qu'il y ait aussi une direction IT locale pertinente? Non, aujourd'hui, nos filiales sont des BU de taille relativement modeste, c'est-à-dire que nos plus petites filiales comportent 3 collaborateurs, nos plus grandes en comportent 20 ou 25, effectivement. Avec des filiales de cette taille-là, on a plutôt des prestations qui sont externalisées, ce qui veut dire aussi être capable de mettre en place de la prestation externalisée dans des pays étrangers, être capable effectivement de fournir des modèles, être capable de fournir des contrats cadres, être capable de fournir aussi des normalisations du SI. Voilà, c'est des choses qui s'envisagent avec les filiales, avec les prestataires. Et je dois avouer très honnêtement aujourd'hui que c'est un travail qui est toujours en cours, puisqu'effectivement, c'est des travaux de longue haleine. Et c'est là aussi où on a la transformation d'une PME à une ETI. C'est que tout ce travail de normalisation, aujourd'hui, c'est un travail conséquent pour les équipes, en plus du quotidien. Ok, d'accord. Et ok, très clair. Et donc du coup maintenant, si on prend structure des équipes, gouvernance aussi, gouvernance des projets de l'IT ou autre, comment ça fonctionnait et comment ça va fonctionner entre la PME et le TI? Bah déjà pour moi, je pense que le passage à l'ETI, c'est le premier moment où effectivement les structures réalisent qu'elles ont besoin d'un DSI. Ben, clairement. Mais ça m'intéresse ce que tu disais du coup sur le passage d'une PME qui ne verbalisait pas le besoin d'un DSI à une ETI. Est-ce que c'est quoi? C'est parce que pour X raisons, il n'y avait pas une personne qui a pris ce leadership-là et que du coup, voilà. C'est aussi parce qu'ils ne se rendaient pas compte du coup d'une mauvaise IT, ce que ça leur coûtait dans les opérations. C'est parce que s'il n'y a pas une croissance forte, ça pète pas et donc du coup, il n'y a pas ce besoin. Qu'est-ce qui fait? Parce que si tu veux, nous, aujourd'hui, dans les boîtes qui se créent à 10, 15, 20, comme l'IT dans tous les projets, c'est ce qui te fait permettre d'être sous-performant ou sous-performant. Dès quelqu'un qui est responsable de la tech, c'est clé dès le début dans des boîtes qui se créent aujourd'hui. C'est pas le cas dans la majorité d'entreprises. Et donc, du coup, j'ai du mal à comprendre vraiment ce passage-là. Qu'est-ce qui a fait que? Alors pour moi, il y a deux phénomènes concomitants, qui est l'agrandissement du panel des compétences informatiques. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait des admins système et des développeurs. Il y avait ceux qui s'occupaient du réseau, de l'infrastructure et ceux qui s'occupaient du développement. Il y en avait à peu près deux types de compétences majeures. Aujourd'hui, si on regardait le nombre de métiers dans le référentiel informatique, je pense qu'on dépasse très largement le nombre de métiers qui existent dans le bâtiment. Ce qui fait qu'effectivement, pour les dirigeants de sociétés, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à avoir toutes les compétences informatiques regroupées à la fois dans une DSI, mais que d'avoir un seul collaborateur qui soit capable à la fois d'avoir des compétences autres et des compétences informatiques. Même aujourd'hui, en tant que DSI, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus l'expert sur chacun des métiers de nos collaborateurs. Voilà, et que je dirais d'autres métiers support aujourd'hui n'ont plus assez de temps et assez de compétences pour assurer la veille et comprendre tout ce qui se passe en informatique. Et puis ensuite, il y a le phénomène effectivement de croissance des sociétés, où effectivement, ben, on a de plus en plus d'enjeux IT au sein de la société et que les sujets se multiplient. Aujourd'hui, tout près, par exemple, c'est par exemple 180 projets en cours ou lancés, et qu'effectivement, quand on est un métier support, on peut plus se permettre d'avoir à la fois par exemple, à gérer nos problèmes RH ou nos problèmes financiers, plus à gérer l'ensemble des problèmes IT dans la société. Et qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut avoir une personne qui soit dédiée à ça. Alors pourquoi DSI ou RSI? Ensuite, c'est juste des terminologies,
Mais effectivement, pour moi, le DSI, il a plusieurs casquettes. Il va avoir la casquette du technologue. Bon, généralement, on s'appuie quand même passablement sur nos collaborateurs pour savoir effectivement quelles sont les nouvelles technologies qui vont émerger. Mais ça fait partie de notre métier. On a la casquette de stratège. Où est-ce qu'on va mener la société? Où est-ce que déjà la société veut aller? Et comment l'IT va l'aider? Et puis vice-versa, c'est-à-dire comment l'IT évolue et en quoi l'IT peut être source de valeur pour la société. Voilà, et puis ensuite, on a quand même une grosse casquette opérationnelle sur effectivement le fait que la société a besoin de processus et que l'IT doit se conformer à ces processus-là, mais aussi que l'informatique a des contraintes techniques et on formate aussi passablement les processus de la société. Voilà. C'est autant de raisons qui amènent l'émergence d'un DSI dès que la société croît. Tu vois, aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait des paliers sur le nombre de collaborateurs. Tu vois, on avait le palier des 10 collaborateurs, le palier des 50, le palier des 250 collaborateurs. Et bien aujourd'hui, ces paliers-là, on avait un effet ressort jusqu'à la loi Pacte, c'est-à-dire que les sociétés essayaient de freiner jusqu'à l'arrivée des 250 collaborateurs. On freinait au maximum. Et puis lorsqu'on était vraiment obligé de franchir ce seuil-là, on le franchissait d'un coup. Et ben cet effet-là, on a exactement la même dans la transformation IT de la PME vers le TI. C'est-à-dire que l'informatique freine et ralentit la société parce qu'on a besoin de faire une transformation. Et au fur et à mesure qu'on se transforme, tout d'un coup, on a cet effet d'emballement où effectivement l'IT est source ensuite de progression et de ROI. Et donc effectivement, on recroît sur nos projets IT de manière assez phénoménale. Et c'est quelque chose en tant que DSI qui est assez, je dirais, assez plaisant à observer et à mettre en place. Ok. Et du coup, si tu devais convaincre ou donner trois arguments à un patron de PME qui sont 15 ou 20 salariés, qui est ambitieux, ça fonctionne, tu lui dirais quoi pour qu'il recrute une personne qui est vraiment en mode bras droit IT et tu lui dirais et quoi et quand et quel serait l'indicateur qui fait qu'il devrait déclencher ce recrutement? Alors pour moi, effectivement, le recrutement IT, comment le convaincre le dirigeant? Tout simplement en lui demandant aujourd'hui comment il envisagerait sa société sans IT. Est-ce qu'il arriverait à travailler correctement? Quelles sont ses perspectives de croissance aujourd'hui sans informatique? Je pense que l'IT, ça fait partie de ces quelques métiers qui sont capables de bloquer et de tuer une société presque du jour au lendemain. On voit à quel point, par exemple, les problématiques de sécurité aujourd'hui sont prédominantes. Embaucher le plus tôt possible un DSI, c'est anticiper sur le futur. Si on a bâti toute la croissance et qu'ensuite on se préoccupe des questions IT, ben ce coup-là, on va le reporter ultérieurement et souvent pour déconstruire et reconstruire a posteriori. Et cette déconstruction-là coûte souvent cher. Ça coûte cher en termes de management des équipes, puisque ça oblige aussi à reformer et à changer des processus au sein de la société, alors que c'est aussi s'assurer une certaine fluidité dans la croissance de sa structure. Et des structures qui cherchent à avoir des croissances très rapides, ben effectivement, préfèrent investir rapidement dans un collaborateur IT avec de multiples compétences, de manière à faire en sorte que ce soit le plus fluide pour la société et encore une fois le plus fluide possible pour les collaborateurs. Puisqu'effectivement, c'est toute la conduite du changement ensuite qui est terriblement compliquée quand on est dans une taille de structure à 200, 300 ou 1000 personnes. Ok, donc en fait, recruter un DSI plus tôt, c'est aussi mettre des bases saines pour grandir dans de bonnes conditions, que sinon tu payes vraiment très très cher après quand tu dois gérer un legacy qui n'a pas du tout été géré en mode brique, Lego, gérer aussi les changements de culture sur ben, on va changer d'outil facilement parce que les personnes n'ont pas été habituées, donc de la résistance au changement aussi. Et j'imagine aussi que quand tu grossis vite et que tu dois incorporer des nouvelles compétences et que ces compétences-là, elles arrivent sur des outils qui sont très old school, pas du tout fonctionnels ou autres, ça peut être un frein au recrutement de ces personnes-là quand elles voient les conditions dans lesquelles elles peuvent travailler. C'est ça. Quand tu fais ta transformation digitale tardivement, tu payes doublement, triplement ou des fois le décuple effectivement ta transformation digitale par rapport à ce que tu aurais payé de manière initiale. Ok, très clair.
Super intéressant. Ok, et donc du coup maintenant passons sur la partie structuration de la gouvernance. Donc toi tu es membre du CODIR. Exactement. Voilà, membre du CODIR depuis 2 ans. Donc l'IT, voilà, l'IT est revenu au CODIR comme tu disais juste avant. Toi, comment tu vois la compréhension des enjeux IT en interne dans le CODIR? C'est quoi la nature des discussions? Est-ce que le fait que tu y sois depuis 2 ans, il y a vraiment eu une amélioration de la compréhension des enjeux IT et donc du coup que tu as vu vraiment le côté une DSI qui, au tout début, quand tu étais au CODIR, comprenait l'IT plutôt comme vraiment un support, les tuyaux, etc. En fait, non, ça peut être vraiment notre différenciant, notre capacité à grandir qui repose là-dessus. Est-ce que tu as vu cette différence-là? Comment ça s'est passé? Comment tu t'y es pris peut-être? Alors, je dois avouer qu'en plus, en tant que DSI, j'ai joui d'une opportunité, alors excusez-moi de l'expression, mais qui a été le Covid, tout simplement. L'IT est revenu au CODIR, effectivement, en même temps que l'arrivée du Covid. Et là, ça a été pour nous un bond en avant je dirais, de 5 bonnes années dans la compréhension, effectivement, de la nécessité d'avoir une IT performante. C'est-à-dire que du jour au lendemain, lorsqu'il a fallu mettre 150 collaborateurs en télétravail, et chez nous, la solution de télétravail a été mise en place le 16 mars, le jour du confinement, et effectivement, sur des préconisations qu'on avait proposées l'année auparavant, sans effectivement qu'on en voit instantanément une grande utilité, ou du moins de manière massive. Et bah, pour nous, ça a été, je dirais, un bel exemple effectivement d'une solution de valeur que vous pouvez être capable d'apporter à l'informatique. Et puis, je dirais que pendant 2 ans, l'activité a été relativement déstructurée. Je ne sais pas si tu te souviens à la sortie du confinement, mais les gens se sont rués vers les magasins de jardinage et les magasins de bricolage. Et pour nous, effectivement, ça a été une intense activité. Tout le monde a bricolé chez soi pendant le confinement. Et donc, on a eu beaucoup d'activités, beaucoup de désorganisation dans l'activité. Et il a fallu effectivement qu'on soit capable de mettre en place des solutions de plus en plus agiles dans un legacy qu'on n'avait quasiment pas remodelé en 20 ans. Ok. Donc en gros, là, toi, ce que tu vois, c'est que tu es arrivé, tu as eu une fenêtre de tir où le changement et le besoin en changement en interface, en façon de travailler était là et donc du coup, tu t'es engouffré. Là, du coup, ça a été un accélérateur de prise de conscience que l'IT, c'était une des bases structurelles de l'entreprise. C'est exactement ça. Et on est passé d'un service IT qui était un service support de la société, effectivement, à un service IT qui est aussi un service stratégique de la société. Que la société aujourd'hui, elle ne sera plus capable de croître si on n'est pas capable de comprendre les enjeux IT qui sont les siens et que on soit capable à la fois d'accompagner la société, d'accompagner chacun des métiers et que chacun des métiers aussi s'intéresse et prenne en main ses propres sujets informatiques. Et est-ce que tu penses, moi je trouve que ça a enfin quand je t'entends parler, il y a une analogie très forte avec le RH. T'aurais pu dire je suis le DRH et t'aurais pu dire exactement la même chose, c'est-à-dire moi en tant qu'RH on pourra pas grandir l'entreprise si la capacité à comprendre le recrutement, le fait que les gens aiment être ici, grandissent avec nous, que les métiers ne s'intéressent pas aussi à la difficulté et aux enjeux RH et RH les métiers, j'ai l'impression que peut-être qu'avant, à un moment donné, le RH ou l'IT étaient des fonctions support, marché de l'emploi déstructuré, il y avait de la main-d'œuvre, pas forcément qualifié ou autre, et du coup c'était bon, c'est plus le cas. Et l'IT c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait au début oui on bricolait avec des VBA, on prenait un ERP, ça faisait le taf parce que dans tous les cas juste d'avoir des factures pas sur papier mais sur ordi ça suffisait. Et là maintenant on se rend compte que RH, IT, finance sont en fait des composantes clés pour que le business puisse se faire et donc du coup sont au CODIR, doivent travailler ensemble et doivent trouver des solutions ensemble. Je dois avouer que depuis 20 ans, le principal métier support avec lequel je dois travailler, ce sont les RH. Dans des structures de type PME, ETI, la technologie, on la connaît. On les maîtrise, on connaît les technologies qui sont utilisées dans des structures plus grandes. Ensuite, elles sont déclinées vers des versions PME, ETI. Et donc, effectivement, la technologie est maîtrisée et l'enjeu n'est pas là. Aujourd'hui, l'enjeu d'un service IT dans une PME ou dans une ETI, c'est le facteur humain. C'est comment on conduit le changement pour les utilisateurs, comment on conduit les changements opérationnellement parlant, comment on conduit le changement de la formation des collaborateurs.
sur les nouveaux métiers, les nouveaux outils. Comment on leur explique effectivement la digitalisation de leur métier. Comment on fait en sorte qu'ils soient capables d'appréhender les dizaines de nouveaux outils qui arrivent dans le SI. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de travailler main dans la main avec les RH. Et c'était quelque chose qui était déjà vrai il y a 5 ans ou 10 ans. Et on se rend compte qu'avec le Covid, on n'a pas le choix. C'est qu'on doit travailler, je dirais presque au quotidien, sur des sujets de formation, sur des sujets opérationnels et sur des sujets aussi qui sont des sujets de communication. Comment on travaille sur le marketing de la DSI, comment on explique notre métier. Alors notre métier, on peut l'expliquer de pair à pair, on peut l'expliquer à d'autres directeurs, mais aujourd'hui, on se doit aussi d'avoir une véritable plan de communication IT au sein de la société, à la fois auprès des instances, je pense effectivement auprès des CSE. Tu vois, là, on est en train d'entamer une démarche de mise à jour de notre ERP. Mais ce sont des sujets qui vont évidemment passer en CSE et sur lesquels on va devoir faire un plan de communication au sein de la société. Et effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, on a un métier à la fois très similaire avec celui des RH, complémentaire, et IT sans RH ne fonctionne pas, tout comme IT sans finance ne marche pas non plus. Est-ce que, tu vois, si on disait le fait vraiment de qu'est-ce qui fait fonctionner une entreprise, etc., tu as forcément ceux qui fabriquent le produit et le business qu'ils vendent avec le marketing, et tu as ceux qui nourrissent ces équipes-là pour qu'elles puissent fonctionner, pour qu'elles puissent améliorer leurs produits, pour qu'elles puissent… Et là, c'est la IT, la RH et voire même la finance. Et donc, du coup, est-ce que du coup, maintenant que voilà, ça grandit, on n'a pas maintenant une entreprise qui a un codir complet, de compétences complètes, qui peut vraiment passer à une étape en disant, maintenant que tu as un niveau RH qui est au codir au bon niveau, un IT, une finance, un business et un market, là, on peut commencer à vraiment avoir les ambitions, les moyens de nos ambitions, parce qu'on a une palette complète de compétences qui nous permet de réussir. Et sans ça, à un moment donné, il nous manque quelque chose. Moi, je suis persuadé de la problématique du facteur limitant. Dans une société, dans une réaction chimique, on a toujours un facteur limitant qui est le produit qui se trouve en moindre quantité et qui va empêcher les autres d'avancer. Dans beaucoup de structures, ce facteur limitant est l'IT parce qu'effectivement, on sous-estime cela. Tout le monde pense savoir faire de l'informatique. Je dirais comme tout le monde pense savoir aussi peut-être faire du RH ou savoir faire de la finance. Mais c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé parce qu'on on connaît ça à la maison et on sait gérer ça au quotidien chez soi. Ensuite, dans une petite structure, les collaborateurs s'ajustent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de pair à pair, mais on n'est pas obligé forcément de donner une structuration à nos métiers, à nos collaborateurs. Je dirais tout le monde avance et se replace automatiquement par rapport aux autres. Quand plus on grandit, et plus ce phénomène-là, on va se retrouver un petit peu dans un système de brouillard brownien. C'est-à-dire tout le monde bouge, mais fait des efforts, mais on n'a pas forcément une direction générale. Et pour cela, on a besoin d'avoir des choses structurantes. Et pour moi, le SI en fait partie, qui va, à cette agitation-là, essayer de canaliser tout ce monde-là dans une direction et qui doit s'aligner sur la stratégie globale de la société. Et question concernant du coup, maintenant que tu es au codir, dans tous les cas, tu es au codir, il y a un codir actif. Est-ce que tu vois une meilleure priorisation des projets, une volonté de prioriser ensemble sur… parce qu'en fait, j'imagine, moi ce que je vois dans les codirs qui fonctionnent, il y a beaucoup plus de projets que de ce qu'on peut faire. Et donc l'enjeu, c'est de savoir, en toute modestie, ensemble, qu'est-ce qu'il faudrait le faire pour répondre à nos objectifs qu'on a. Et donc du coup, de se questionner ensemble sur comment on priorise ces projets-là, comment on évalue que c'est bien ces projets-là et pas celui-là qui est le plus prioritaire. Est-ce que du coup, toi, tu vois ça? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Comment ça se passe? À quelle fréquence? Alors, effectivement, la priorisation des projets, généralement, elle est faite massivement une fois par an et ensuite, effectivement, on la réévalue, je dirais quasiment de manière trimestrielle. La priorisation des projets, il ne faut pas oublier que Toupret, du coup, est une société très axée client. Donc, on a déjà des grosses priorités au niveau du client. Savoir répondre aux besoins du client. Et Dieu seul sait à quel point, en ce moment, dans notre contexte actuel, les clients souhaitent changer de modèle pour effectivement arriver à répondre encore mieux à leurs propres clients.
Et puis, à côté de ça, je le rappelle, Toupret est une structure en transformation, le passage de la PME à l'ETI. Donc, on a aussi des changements organisationnels et des transformations à faire qui, à un moment, sont indispensables et qu'on ne peut plus retarder. On a besoin de faire des grosses mises à jour de RP. On a besoin d'externaliser une partie de nos ressources informatiques. Voilà, et on a besoin d'arriver à concilier tout ça. Et là-dessus, ben aujourd'hui, rien ne pourrait se passer aussi bien si on n'avait pas l'appui et l'écoute de la direction générale. Et je pense que c'est une des clés du succès. C'est-à-dire aujourd'hui d'avoir un directeur général qui soit capable d'écouter, de se sentir concerné par des sujets IT, d'être capable de les remettre en perspective vis-à-vis pour lui-même par rapport aux préoccupations qu'il a de nos propres clients et être capable à un moment de balancer et de faire des arbitrages. Aujourd'hui, ces arbitrages-là, on les prend en codir de manière intelligible et ensuite on essaye à peu près de s'y tenir. Voilà, il faut être lucide et honnête aussi. Tout le monde aimerait que ses projets soient prioritaires et à un moment, tout le monde est obligé de faire des consensus sur l'ordonnancement des projets. Et est-ce que ces projets-là, le consensus, il se fait vraiment en mode collaboratif, on échange, on essaie de challenger ensemble la valeur, ou en fait au final ça se passe pas tout à fait comme ça et c'est le directeur général qui tranche parce que en général, de toute façon, quand ils sont tous vitaux, il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui tranche. Alors, je dois avouer que on a plutôt un bon consensus, c'est-à-dire que tout le monde en codir est à peu près sensible sur la vitalité ou la crucialité de certains projets. Et aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont cruciaux pour la société. Effectivement, avec des projets qui sont peut-être, je vais dire, un peu moins vitaux, un peu moins prioritaires, ou sur lesquels, effectivement, on a des clients qui sont peut-être un peu moins matures sur certaines demandes. Et effectivement, en fonction de ça, on arrive en général à trouver un consensus. Et puis ensuite, il y a aussi une orientation stratégique de la société. Et là, effectivement, ben, on a aussi parfois des arbitrages du directeur général que tout le monde est parfaitement capable d'entendre et qu'ensuite on essaie de redescendre auprès de nos équipes. Et je dirais, là-dessus, on a un deuxième cran au sein de l'équipe IT qui est effectivement le fait que la priorisation des projets n'est pas la priorisation idéale pour le service. Des fois, on fait des projets par anticipation de phase qui vont nous amener à redéconstruire le projet par la suite et le reconstruire. Mais on a effectivement ces problèmes de priorité et c'est que cette considération pour nos clients qui fait que on est d'abord en customer first chez nous. Ok, d'accord. Donc c'est un concept, ça se passe bien, mais bon, comme dans tout groupe, il y a des arbitrages, c'est pas forcément évident de comprendre. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est que ça soit transparent, clair, échangé, que les gens comprennent les décisions et les frustrations puissent être évacuées dans cette discussion-là. Exactement, autant au niveau de la direction qu'au niveau des équipes IT. C'est-à-dire que tous ces débats-là, c'est aussi mon rôle d'être capable de les redescendre à mes équipes, de les expliquer, de répondre à leurs interrogations et à les rassurer parfois aussi, parce que c'est aussi parfois générateur d'inquiétude, et faire en sorte qu'effectivement bah, tout le monde soit embarqué sur la roadmap et qu'on avance pour le mieux et dans le meilleur des mondes possible. Ok. Et dernier peut-être changement de PME et TI, tu en as un petit peu parlé avant, mais c'est la question du recrutement. PME industrielle, donc bon, bien sûr plusieurs sites, mais un gros site à Paris. Comment vous générez ou comment vous arrivez à attirer les talents dans l'IT ou dans d'autres secteurs et comment vous démarquez par rapport à votre marque employeur qui, j'imagine, ça doit pas être évident de aussi trouver les meilleurs, les faire découvrir votre monde. Comment tu t'y prends? Alors effectivement, le monde industriel n'est pas le secteur qui fait le plus rêver les candidats. Et c'est bien dommage parce que c'est un secteur qui est absolument passionnant. La diversité des sujets que l'on peut avoir peut faire peur à certains et peut complètement subjuguer d'autres candidats. Puis effectivement, aujourd'hui, on a des localisations qui sont pas non plus en plein centre de Paris. On n'imagine pas avoir des appareils industriels en plein centre de Paris. Donc effectivement, bah, c'est par d'autres sujets, effectivement. C'est par des sujets, je dirais, hautement technologiques. Aujourd'hui, on a des outils industriels assez modernes. On a fait construire une usine dans le sud de l'Île-de-France, excessivement automatisée, avec pas mal d'IoT,
avec des enjeux de fonctionnement, de productivité, de gestion de la data, voilà, qui doivent nous permettre effectivement de progresser dans les prochaines années. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de recrutement se passe essentiellement aujourd'hui par les périmètres qu'on va être capable d'offrir à nos futurs collaborateurs, effectivement, et puis aussi par le fait que l'industrie aujourd'hui reprend un regain de puissance en France, et tout le monde a compris qu'effectivement le Made in France avait aussi un intérêt, et que aujourd'hui on est aussi sur une bonne vague, et qui vont nous permettre effectivement de favoriser nos recrutements. Sans le vouloir le cacher, ça a pu être compliqué par les années précédentes, effectivement, d'arriver à recruter dans nos secteurs. Ok. Du coup, maintenant aussi, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la population sur le fait que l'industrie, c'est aussi c'est lettres de noblesse. Vous y digitalisez et il y a ce besoin, enfin, cette envie-là aussi de croissance. Et donc, du coup, c'est cette double phénomène qui te permet aujourd'hui de recruter. Et aujourd'hui, au niveau RH, vous avez une personne à temps plein sur le recrutement des talents, sur la partie de l'IT, sur la partie des opérateurs. C'est structuré, quoi. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, on structure le recrutement de l'IT. On a aussi des cabinets externes qui nous aident effectivement dans ces recrutements-là. Et puis effectivement, c'est aussi des plans de carrière, c'est des plans de formation pour nos collaborateurs, c'est une véritable gestion RH des équipes IT, avec toutes les particularités que peuvent avoir nos métiers en termes de besoins de compétences et de connaissances. Ok, très clair. Et tu avais parlé du ratio 30-70 sur tes équipes, enfin, sur la volonté. Comment tu l'as déterminé? Pourquoi tu vois celui-là? Pourquoi je vois celui-là? Parce qu'aujourd'hui, Toupret est une structure industrielle avec énormément de legacy, c'est-à-dire qu'on a des vieux systèmes industriels qui côtoient des systèmes très récents, et pour autant, on doit maintenir l'ensemble. Ça veut dire qu'on doit maintenir des compétences en interne pour être capable de gérer tout l'appareil industriel. À côté de ça, on n'a plus ou beaucoup moins de raisons d'avoir 3, 4 ou 5 développeurs en interne qui sont là pour développer des fonctionnalités maintenant qu'on trouve de plus en plus livrées sur étagère. Et donc effectivement, cette partie externalisation, on va la choisir sur des parties, je dirais, logicielles. On va la choisir aussi sur des parties infrastructures. On n'a pas les moyens d'avoir 2, 3, 4 techniciens réseau pour effectivement assurer une continuité de service en 3.8, 4.8 ou 5.8. Et aujourd'hui, ce sont les futurs enjeux de la société. Et je préfère faire monter en compétence mes collaborateurs vers de la gestion de projet, vers du faire plutôt que du faire soi-même, de manière à faire en sorte qu'ils soient des véritables pilotes de leur activité et qu'ils soient, je dirais, avec une véritable montée en compétences dans leur activité. C'est aujourd'hui comme ça que je l'ai vendu à mes collaborateurs. Ok, très clair. Donc c'est aussi la nature de la structure de l'équipe interne-externe est aussi liée à cette gestion du legacy, et donc du coup de qu'est-ce qu'on va internaliser, qu'est-ce qu'on va externaliser par rapport au legacy IT. Exactement. Ok, bah super intéressant. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Emmanuel, est-ce que tu as une thématique particulière qu'on n'aurait pas abordée qui te semble pertinente dans ce passage de la PME à la ETI? Alors si je devais effectivement terminer par ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on observe dans les PME et qui franchissent ce pas vers l'ETI, c'est le passage des structures très monolithiques à des structures en cluster. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est autour de ça que tout s'organise. C'est comment on apprend à faire du collaboratif. Quand on est en mode silo, quand on est tout seul à avoir sa compétence dans la société, on peut très bien être le seul à avoir ses connaissances métiers, ses connaissances informatiques. Et à partir du moment où la société grandit, on commence à devoir les partager. Et le partage de l'information, le partage de la connaissance, le partage du processus, c'est tout l'objet de l'IT dans une société. Voilà. Et aujourd'hui, c'est là où on prend racine, et c'est là où on essaie de développer la thématique de l'IT dans la société. C'est faire en sorte qu'aujourd'hui, l'informatique soit le lubrifiant entre les collaborateurs, celui qui permet de fluidifier les rouages et permettre à la société d'accélérer.
Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!